Chers élèves, bonjour. Il reste un chapitre que j'aimerais traiter avec vous avant la fin de l'année. C'est le chapitre numéro 10 qui s'intitule « Moment cinétique ». Pour aujourd'hui, on va parler du chapitre 10.1 qui s'intitule donc « Théorème du moment cinétique ». Et puis pour le reste, qui se trouve à la page 57, ici, de votre polycopier, et qui va donc jusqu'à la page 58, voilà. Et puis, il restera un deuxième morceau du chapitre, qui est donc le chapitre 10.2, qui s'intitule « Mouvement central et deuxième loi de Kepler », qui est assez court en réalité, et qu'on verra dans le cadre d'une prochaine vidéo. Il tient sur à peu près une page et demie, on va dire ça comme ça. On verra ça dans une prochaine vidéo d'ici la semaine prochaine. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire ces prochains temps jusqu'aux vacances. Alors, dans ce chapitre 10.1, pour vous présenter cette théorie, de temps en temps, je m'appuierai sur un document que j'ai fait moi-même, en fait, une espèce de résumé de la théorie, où à certains endroits, les calculs sont faits de manière un petit peu plus détaillée. Donc, je vous montrerai, je me baserai là-dessus pour faire ce détail des calculs. Mais pour l'instant, donc, concentrons-nous sur le titre du chapitre qui est théorème du moment cinétique. Alors, théorème du moment cinétique, déjà même dans le chapitre moment cinétique, on ne sait pas ce que c'est que le moment cinétique. Donc, il faut commencer par définir ce qu'est le moment cinétique. Alors, vous avez une définition ici, tout au début du paragraphe. Le moment cinétique, en réalité, c'est le moment de la quantité de mouvement. Donc nous, on a vu ce que c'était que le moment d'une force, c'est M égale R cross F. Eh bien, ça, c'est le moment d'une force. Eh bien, si vous remplacez là-dedans la force par la quantité de mouvement, vous avez R cross la quantité de mouvement, on appelle ça P. Eh bien, donc, cette fois, ça, c'est la définition du moment cinétique qu'on nomme avec la lettre L. Donc, on a cette définition qu'il y a ici. Donc, elle est là. Le moment cinétique d'une particule est le produit vectoriel, le cross ici, de son vecteur position, c'est-à-dire le R, par sa quantité de mouvement, c'est-à-dire le P. Je vous rappelle que la quantité de mouvement, P, est égale à M fois V. Donc, c'est la masse de cette particule fois sa vitesse. Alors, en termes d'unité, étant donné que R, c'est une position, donc ça se mesure en mètres, et que la quantité de mouvement P elle-même est égale à M fois V, donc ce sont des kilos pour les mètres, pour la masse, fois des mètres par seconde pour la vitesse. Donc en définitive, vous avez des kilos fois des mètres, donc ça fait des mètres carrés par seconde. Donc en fait, le mouvement cinétique s'exprime en kilos fois des mètres carrés par seconde. Ou seconde moins 1, puisque seconde à la puissance moins 1, c'est par seconde, c'est exactement la même chose. Alors, en ce qui concerne cette définition, vous avez ici un petit schéma en dessous, là, que j'ai reproduit en un peu plus gros, ici. Et donc, là-dedans, vous avez le moment cinétique, qui est un vecteur, qui est issu du produit vectoriel entre la position et la quantité de mouvement, qui elle-même est égale à M fois V. Donc maintenant, si vous avez, alors il faut que je prenne une couleur qu'il n'y a pas déjà sur le schéma, on va prendre du bleu clair, voilà. Donc, quand on parle d'un moment de force, eh bien, ça dépend de la force, bien entendu, mais ça dépend aussi du point de référence, qu'on appelait le point O, par rapport auquel on définit ce moment de force. Eh bien, pour le moment de la quantité de mouvement, c'est pareil, on doit choisir un point, enfin, il y a un point par rapport auquel est défini le moment de la quantité de mouvement, c'est-à-dire le moment cinétique. Donc, ici, dans ce schéma, vous avez une particule qui se trouve ici, une particule de masse M qui se trouve à cette position. Donc, on définit la position par rapport justement au point O. Donc, ici, le point O, en l'occurrence, il est là. Excusez-moi, je voulais le faire en bleu clair, mais il est mal sorti. Voilà. Ici, donc ça, c'est le point O par rapport auquel on veut définir le moment cinétique. Donc, il nous faut, d'après la formule,
le vecteur position de la particule par rapport au point O, donc c'est ce vecteur vert, hein, le vecteur R que vous avez ici. Voilà. Et puis, il faut multiplier ça vectoriellement, hein, produit vectoriel, par la quantité de mouvement P. Alors, la quantité de mouvement P, vous l'avez ici. Donc là, en l'occurrence, cette particule aura une certaine vitesse que je peux dessiner. Alors, qu'est-ce qui me reste comme couleur? Pas grand-chose. On va la faire oh là là, en jaune, hein, mettons. Voilà, je ne sais pas. Il y a déjà du jaune, mais bon. Alors, la vitesse, elle est comme ça. Étant donné que la quantité de mouvement P est égale à m fois v, la quantité de mouvement P est collinaire à V, bien entendu. Hein. Collinaire à V, donc c'est pour ça que ici vous avez le vecteur rouge qui est collinaire au vecteur jaune qui est la vitesse. Ici. Alors, maintenant, si on cherche à déterminer la norme du produit du moment cinétique. Alors déjà, excusez-moi, hein, avant d'arriver à cette norme, le résultat d'un produit vectoriel, c'est un vecteur qui a comme caractéristique d'être perpendiculaire aux deux vecteurs dont on fait le produit. Donc ça doit être perpendiculaire, le vecteur L, il doit être perpendiculaire à R, puisque c'est R cross P, et aussi perpendiculaire à P. Donc, R et P, ici, forment un plan hein, qui est représenté ici par cette espèce de pseudo-rectangle vu en perspective. Et donc, le vecteur L, c'est un vecteur qui sera perpendiculaire à ce plan, puisqu'il doit être à la fois perpendiculaire à R et à P. Donc, on a la direction ici, hein, c'est une direction ici qui est perpendiculaire à tout ça. Moi, je l'ai mal dessiné, mais c'est cette direction-là, ici. Voilà. Donc, on a ici la perpendicularité par rapport à R. Et puis, si on fait une translation ici, hein, vous aurez le vecteur L qui est comme ça. Et donc, c'est également perpendiculaire à P. Alors maintenant, il y a une histoire de sens. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le sens de L? Eh bien, toujours comme d'habitude, comme avec le moment de force, règle du tire-bouchon, règle de la main droite. Donc, l'idée, c'est de prendre le vecteur P. Hein, si par exemple, ici, j'en fais une translation, et que je le place à peu près comme ça. Hein. Donc ici, vous avez le vecteur P. Ce vecteur-là, j'ai fait une translation ici. Et donc maintenant, l'idée, c'est de passer le vecteur R sur le vecteur P par le chemin le plus court possible, c'est-à-dire comme ça. Donc, si vous tournez dans ce sens-là, prenez votre main droite, vous mettez votre main droite dans le sens de la rotation et vous voyez que votre pouce pointe vers le haut. Donc, le vecteur L pointera vers le haut comme c'est représenté sur cette figure. Alors maintenant, on en arrive à la norme. Si on veut calculer la norme de ce produit vectoriel, qui est donc le moment cinétique, il nous faut la norme du vecteur R, c'est-à-dire petit r, la longueur ici, cette longueur-là, ça c'est R. Il nous faut la norme du vecteur P, qui est ici. Donc la norme du vecteur P, c'est tout simplement mv, hein, si on connaît la vitesse. Et puis, il faut multiplier ça par le sinus de l'angle qu'il y a entre la direction de R et la direction de P. Alors, R, si on le prolonge, je vais le prolonger avec des traits tillés, la direction, elle est comme ceci. Et donc, l'angle qui va intervenir ici, je vais le faire en rose ici, c'est cet angle alpha hein, qui apparaît quand on rabat en quelque sorte le vecteur R sur le vecteur P. Donc cet angle alpha, il apparaît dans la formule pour calculer la norme du moment cinétique, L égale R fois P fois sinus alpha. Alors là-dedans, cet angle alpha, on le retrouve ici, hein, en fait, puisque dans ce... Qu'est-ce qui a été fait ici dans ce schéma? Eh bien, dans ce schéma, on a prolongé en quelque sorte la direction du vecteur P, donc ici, et puis on a formé un triangle rectangle
avec le côté ici qui est en face de alpha, c'est-à-dire le côté opposé, qui passe justement par le point O. Et on obtient cette distance qui est en jaune ici, hein, qu'on appelle D. Alors, cette distance D, en fait, eh bien, on peut l'obtenir grâce au fait que, comme c'est le côté opposé de l'angle alpha, vous avez la relation sin opip, donc le sinus de l'angle alpha, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, quand vous regardez ce triangle, l'opposé, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est justement le côté D, en fait. C'est D, hein, c'est ce côté-là. Et puis l'hypoténuse, ben, c'est le grand côté du triangle, donc c'est en fait le R, en fait, ici. C'est le vecteur position R. Donc, ça nous donne sinus alpha égale D sur R. Alors, du coup, si on retourne ça, eh bien, on a que D égale R fois sinus alpha. Je l'ai écrit directement ici, hein, il y a l'angle alpha là. Et donc, quand on remplace tout ça dans l'équation qui est là au-dessus, vous avez le R qui est ici, le sinus alpha qui est ici, vous regroupez tout ça, ça c'est égal à D. Donc, au final, le vecteur, enfin, la norme du vecteur L, du moment cinétique, c'est D, cette distance qu'il y a ici, multiplié par P, par la quantité de mouvement. L égale P fois D. Et D, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la même chose que ce qu'on avait vu dans le cadre du moment d'une force. C'est en réalité le bras de levier, mais pas le bras de levier de la force, le bras de levier de la quantité de mouvement. Donc voilà pour les explications de ce schéma. Alors maintenant, je continue avec la théorie. Donc on en est ici. Alors là arrive un point assez important, qui est que imaginons donc que cette particule, hein, qui se trouve, encore une fois, qui se trouve ici, subisse une force ou plusieurs forces. Si elle subit plusieurs forces, des forces extérieures, eh bien, on peut considérer uniquement la résultante de ces forces. Donc, imaginons donc qu'elle subisse des forces. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la quantité de mouvement va changer. Pourquoi est-ce que la quantité de mouvement changerait? Eh bien, parce que vous avez la deuxième loi de Newton qui dit, et ça je pourrais vous le montrer, excusez-moi, hein, je vais vous le montrer directement sur mon document. Ça se trouve ici. Voilà. Voilà. C'est là. Donc, la deuxième loi de Newton, elle dit F égale ma. Mais A, qu'est-ce que c'est? C'est la variation de vitesse delta V sur delta T. Donc, ça veut dire que s'il y a une force, alors il y a une variation de vitesse. Étant donné que P égale M fois V, si la vitesse change, hein, s'il y a un delta V, bah, et forcément, la quantité de mouvement va changer. Donc, il y aura une variation de quantité de mouvement. Ça ne peut pas être compensé par une variation de M, parce que si la masse change, ce n'est plus le même objet. Hein, donc, on considère quand même que l'objet reste tel quel, donc il garde sa masse. Donc, en définitive, s'il y a une force, alors il y a une variation de quantité de mouvement. Donc, s'il y a une variation de quantité de mouvement, la quantité de mouvement, elle change. Deuxièmement, s'il y a une force, évidemment, ça va occasionner un mouvement. Et donc, s'il y a un mouvement, il y a aussi la position de cette particule par rapport au point O qui change. Donc, il y a un delta R dans cette histoire. Alors, étant donné que vous avez, je reprends le truc ici, hein, étant donné que vous avez L égale R cross P, si P change et que R change, bah, il y a de fortes probabilités pour que L change aussi. Donc, qu'il y aura un delta L. Peut-être que les changements de l'un et de l'autre vont se compenser, hein, j'en sais rien. Mais a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'ils se compensent. Donc, on imagine qu'il peut y avoir une variation du moment cinétique. C'est ce qui est écrit ici. Donc, le moment cinétique change également. Donc, l'idée maintenant, c'est de déterminer quelle est cette variation sous l'effet d'un changement de position qu'on appelle delta R et d'un changement de quantité de mouvement qu'on appelle delta P. Alors, ça, c'est ce qui est fait dans le haut du corrigé, pas du corrigé, du texte ici. Attendez, j'ai un souci. Hop, voilà. C'est-à-dire à la page 58 dans le haut. Hein. Donc,
ici, maintenant, l'idée, c'est notons delta L, la variation de L, qui est due à une variation delta R de la position et à une variation delta P de la quantité de mouvement. Et l'idée, c'est d'évaluer ce delta L, en fait. Que vaut-il? Alors, si vous avez le moment cinétique qui varie, je vais tout effacer et je vais mettre un poil plus gros pour qu'on voit mieux les choses. Puis ensuite, je reviens à mon document. Donc, vous avez, dans un premier temps, le moment cinétique qui varie. Donc, avant, c'était L, puis il y a une variation delta L. Donc, ça, c'est en quelque sorte le nouveau moment cinétique, L', appelons-le. Donc, le nouveau moment cinétique, c'est la nouvelle position, R', qui est égale à l'ancienne position plus la variation de position. Ceci, produit vectoriel, donc cross la nouvelle quantité de mouvement. Ah, excusez-moi, je voulais faire tout ça en rouge. Non, disons, ouais, je voulais faire ça en rouge en fait. Voilà. Donc, je vais faire ça en rouge. Ça, c'est la nouvelle quantité de mouvement, P', qui est égale à l'ancienne plus la variation. Et donc, pour être cohérent avec ce que j'avais fait, tout ça, c'est en bleu, hein, plutôt. Ça ne change rien, c'est des petits détails de couleur. Donc, encore une fois, en bleu, c'est le nouveau moment cinétique, c'est-à-dire l'ancien L plus delta L. Donc, nous, ce qu'on veut, je vous le rappelle, c'est déterminer ce que vaut delta L. Hein. C'est ça, en fait, l'idée. Alors, maintenant, ce qui est fait ici, c'est, vous avez ici des parenthèses, là et là. Et il se trouve que le produit vectoriel, la distribution, la distributivité, la propriété de distributivité, elle est respectée dans le produit vectoriel. Donc, comme on a deux termes ici et deux termes là, quand on les multiplie entre eux, on va obtenir 4 termes, hein, en fait, à la fin. Alors, voyons ce qu'on obtient. Si on multiplie le R avec le P, eh bien, on obtient R cross P. Si maintenant, on multiplie le R avec le delta P, eh bien, on obtient R cross delta P, donc plus R cross delta P. Si maintenant, on multiplie le delta R ici avec le P, on obtient delta R cross P. Et puis finalement, si on multiplie le delta R ici avec le delta P, on obtient delta R cross delta P. Donc ça, c'est simplement une distribution puisque le produit vectoriel, encore une fois, respecte la propriété de distributivité. Alors, la suite du calcul, bon, elle est faite ici, hein, bien sûr, donc vous pouvez évidemment lire et refaire les calculs derrière. Moi, je vous propose d'aller regarder ce que j'ai fait sur ma fiche, puisqu'il me semble que c'est un petit peu plus en détail. Donc, on en est là. Voilà. Donc là, il y a le vecteur, le vecteur moment cinétique avant le changement, et puis après, il y a tout ce qu'on vient de dire ici. C'est ça, avec la distribution. Alors maintenant, là-dedans, on voit que le premier des termes, R cross P, là, qui apparaît, ben, c'est en fait le moment cinétique avant, le L en fait. Donc vous avez L plus delta L, ici, L plus delta L, qui est égal de nouveau à L, hein, ici, plus tout un chenille. Donc tout ce petit chenille, ça ne peut être que le delta L en fait, puisqu'on a L ici et là. Donc ils vont se simplifier. Donc en définitive, on a delta L, celui-là, égale tout ce truc-là, c'est cette partie droite de l'équation ici. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu en détail ce qu'on a justement à droite. Ouais, je vais tout effacer. Voilà. Donc à droite, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'idée maintenant, avant de regarder ce qu'on a à droite, c'est cette variation, delta L, comme toutes les variations, hein, c'est-à-dire delta L, delta R aussi, ou delta P, toutes ces variations s'effectuent pendant un certain temps. Elles ne peuvent pas se faire de manière instantanée. Il faut un petit délai, un petit instant, pour que
delta R varie, delta P varie et delta L varie. Pardon, que R varie, P varie et L varie, donc qui est ces deltas en fait, hein, ici. Donc il faut un certain temps. Donc maintenant l'idée c'est de diviser tout ça par ce temps pour obtenir la variation delta L par unité de temps. C'est ce que j'ai marqué ici. Voyons comment varie L par unité de temps. Pour cela, on divise par delta T. C'est ce que je vais faire ici. On considère, bien entendu, dans notre calcul, que le delta T est petit. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en maths, qu'on fait tendre delta T vers 0. On considère que c'est une toute petite variation. En fait, Alors, j'ai fait cette division ici. Donc, vous avez le delta L, si vous divisez par delta T, vous obtenez ce terme. Ensuite, vous avez R cross delta P, si vous le divisez par delta T, vous obtenez ce terme. Ensuite, envers delta R cross P divisé par delta T, il est là. Et puis finalement, le dernier terme que je fais en bleu, delta R cross delta P, si vous divisez par delta T, vous obtenez ce terme. Donc voilà la correspondance entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Alors maintenant, justement, on va étudier un petit peu ce que ça implique tout ça. Alors, on a donc 3 termes dans l'équation à droite. Alors, le premier des termes, un petit problème, voilà, ici, le premier des termes, que je fais, mettons, en rouge, celui-ci, vous avez R cross delta P, le tout sur delta T. Donc, en fait, ça, on peut écrire ça comme étant égal à R cross delta P sur delta T. C'est-à-dire que le sur delta T, on peut l'appliquer comme on veut, soit au tout, comme c'est fait ici, soit on peut écrire R sur delta T, c'est une possibilité, soit on peut écrire delta P sur delta T. C'est comme, si vous voulez, mathématiquement, c'est comme si vous écrivez A fois B sur C. Vous pouvez dire que c'est aussi égal à A sur C fois B, ou encore A fois B sur C. Bon, ça, c'est un produit normal, mais quand c'est un produit vectoriel, c'est la même chose. Donc, c'est pour cette raison que je l'ai écrit comme ceci. R cross delta P sur delta T. Alors, ce terme, c'est le terme que j'appelle le numéro 1 ici. Alors, dans ce terme, vous avez delta P sur delta T. Delta P sur delta T, je vais peut-être utiliser une autre couleur, disons bleu. Delta P sur delta T, qu'est-ce que c'est? Eh bien, P, c'est égal à M fois B. Donc, si vous avez P qui varie, delta P donc, eh bien, la masse ne varie pas, puisque sinon, ça change complètement l'objet. Donc, comme la masse ne varie pas, c'est que forcément, il y a une variation de vitesse. Donc, c'est pour ça que j'ai remplacé le delta P par M fois delta V. Tout sur delta T. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a un delta V sur delta T qui apparaît ici. Et delta V sur delta T, c'est la définition de l'accélération. Donc, en fait, ce terme en bleu, il est égal à M fois A. Et M fois A, qu'est-ce que c'est? C'est justement la force, ou la somme des forces extérieures qui agissent sur notre objet. Donc, le terme 1, ce sera égal à R, ici, cross delta P sur delta T, mais comme delta P sur delta T, c'est F, en définitive, il reste R cross F. Et R cross F, vous savez ce que c'est, vous vous en souvenez, j'espère, c'est la définition du moment de force. Moment de la force, ou des forces, ou la somme des moments de force extérieurs qui agissent sur cette particule lorsqu'elle est à cet endroit-là, à cette position R. Donc ça, c'est le premier terme numéro 1 qu'il y a ici. Alors maintenant, étudions le deuxième. Alors le deuxième terme, je vais un petit peu monter là, en fait. Alors, ce deuxième terme qu'il y a ici, vous le retrouvez, vous avez là-dedans, donc c'est delta R sur delta T cross P. Alors, delta R sur delta T, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous le reconnaissez. C'est la variation de position par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle la vitesse. Donc, c'est la vitesse, cette histoire. Donc, on a
le monde numéro 2, là, tout ce truc-là, c'est en fait la vitesse, delta R sur delta T, c'est la vitesse, cross P. Mais P, qu'est-ce que c'est? C'est M fois V. Donc, vous avez en fait ici la vitesse cross M fois V. L'élément M, là, ici, c'est un scalaire, hein, c'est un nombre, vous pouvez le sortir du produit. Et donc, il reste V cross V. Et donc, V cross V, évidemment, V est collinéaire à lui-même, hein, donc c'est un vecteur, enfin, le produit vectoriel du même vecteur, eh bien, ça donne 0. Donc, ce terme donne 0, donc ça fait M fois 0 égale 0. Ce qui fait que l'ensemble de ce terme, il donne 0. Il va donc partir de l'équation. Il reste un dernier terme, qui est le terme numéro 3 ici, hein, dont j'ai fait le détail ici. Alors, dans ce terme numéro 3, vous avez delta R sur delta T, cross delta P. Alors, encore une fois, delta R sur delta T, que j'ai fait en bleu ici, c'est la vitesse, hein, comme tout à l'heure, hein, c'est la même chose. Donc ça, c'est la vitesse. Donc ici, ce terme, il devient delta R sur delta T, il devient vitesse cross delta P. Alors maintenant, si vous faites tendre delta T vers 0, hein, je vous ai dit tout à l'heure, on divise par delta T, d'accord, mais on va considérer un delta T très très petit. Donc si delta T est très 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 petit, alors on peut considérer que delta P est aussi très 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 petit. Il existe, mais il est très petit. Surtout vis-à-vis des deux autres termes. Donc, on va faire l'approximation tout à fait légitime. Hein, si justement l'intervalle de temps tend vers 0, eh bien la variation de quantité de mouvement va être très 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 petite, donc négligeable. Et donc, du coup, comme elle est négligeable, eh bien, on considère donc que ça fait vitesse, cross, quelque chose de négligeable, donc ça fait 0 à la fin. Ce qui fait que ce troisième terme, lui aussi, il est égal à 0 et il va disparaître de la somme. Alors, si on résume un petit peu tout ce qu'on a, je remonte. Vous avez delta L sur delta T, qui est égal à un premier terme qui est égal à M, hein, comme on avait vu, le moment de force, plus un deuxième terme qui est égal à 0, plus un troisième terme qui est égal à 0. Donc là, on arrive à quelque chose de très intéressant que j'ai écrit tout en bas ici. Donc c'est exactement ce que je viens d'écrire, hein. C'est-à-dire que vous avez delta L sur delta T égale M pour le premier terme, 0 pour le deuxième, 0 pour le troisième. Ces deux derniers tombent et finalement, il reste M. Donc, ça veut dire que la variation, en français, la variation du moment cinétique par rapport au temps, elle est égale au moment de force. Donc, ce résultat-là, il est très important en physique et on va le réutiliser, bien entendu, dans le chapitre 10.2 qu'on verra dans une prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine, et on reprendra ça, bien sûr, l'année prochaine. C'est ce qu'on appelle le théorème du moment cinétique. Alors, ce théorème du moment cinétique, donc là, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein, si on regarde dans le cours ici, donc vous avez tout ce développement qui est fait à la page, c'est quoi la page 58, hein, le développement que je vous ai dit. Donc tout ça, c'est la même chose. Et donc, on obtient ce théorème du moment cinétique ici. Alors, il y a une dernière phrase ici, hein, après l'encadré qui représente ce théorème du moment cinétique, qui est cette phrase-là. L'analogie entre ce théorème et l'équation de Newton, hein, l'équation de Newton, c'est en fait la deuxième loi de Newton, hein, c'est ça qu'on veut dire par là, elle est frappante. On passe de celle-ci à celui-là, donc de celle-ci, de l'équation de la deuxième loi de Newton, au théorème du moment cinétique, en remplaçant la quantité de mouvement et les forces par les moments de ces vecteurs. Donc, je vous rappelle que le moment, ça consiste à faire R cross quelque chose. Quand c'est le moment de force, on met un F. Quand c'est le moment de la quantité de mouvement, on met un P. D'accord? Donc maintenant, ce que ça veut dire, cette dernière remarque qu'il y a ici, là, c'est ce que j'ai fait ici à la fin en fait, de ce chapitre. C'est cette analogie avec la deuxième loi de Newton, ici. Hein. Vous avez la deuxième loi de Newton, F égale MA. Et donc, M, c'est tel quel, mais le A, c'est delta V sur delta T.
Donc, vous retrouvez en fait là-dedans, on a fait ça tout à l'heure, m fois delta v, qui n'est rien d'autre que la variation de la quantité de mouvement. Tout cela par rapport au temps, bien entendu. Donc, on peut dire que f, c'est égal à delta p sur delta t. Alors maintenant, si vous prenez les moments de tout ça, donc ça veut dire que vous faites R cross à gauche, les deux côtés. Là, vous obtenez R cross F pour le terme de gauche, et R cross F, c'est la définition du moment de force. Moment de force. Et puis à droite, vous faites R cross delta P sur delta T. C'est ce que j'ai fait ici. Là, j'efface un petit peu ce qu'il y a en dessus, parce que ça vient vite le chenille, tout ça. Alors, le R cross delta P sur delta T, vous avez tout à fait le droit de faire R cross delta P, puis ensuite de faire sur delta T. Alors, qu'est-ce que ça revient à quoi, ça? Ça revient à faire quoi? R cross delta P, c'est en fait, d'après ce qu'on a vu, c'est la variation du moment cinétique. Et donc, le tout divisé par delta T. Pardon, je voulais le faire en vert, ce truc-là. Voilà, ça c'est en delta L, et puis ça c'est sur delta T. Et donc, on retrouve ici le moment cinétique, le théorème du moment cinétique. Donc, voilà ce que voulait dire cette remarque entre l'analogie de la deuxième loi de Newton et le théorème du moment cinétique. Bon, ça, c'est pas très important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est surtout d'assimiler la définition du moment cinétique et le fait que la variation du moment cinétique par rapport au temps est égale au moment de force. Les forces qui, justement, sont à l'origine de cette variation du moment cinétique. Alors, dans le chapitre 10.2, qu'on verra la prochaine fois, dans une autre vidéo, eh bien, je vous parlerai d'un cas particulier de ce théorème du moment cinétique, et puis donc, quelle est l'application, notamment en astronomie, par exemple avec une planète ou un astre qui tourne autour d'une étoile, qui gravite autour d'une étoile. Pour l'instant, on en reste là avec ce chapitre 10.1.